Merci pour l'invitation. On est 3 du CIRAD, 2 de la délégation juridique et moi-même qui suis chercheur dans une unité mixte, l'unité AGAP. Et on va faire un focus sur les ressources génétiques plantes, parce que c'est un petit peu notre fonds de commerce au CIRAD, de la même manière que vous avez vu la présentation de ce matin sur les plantes. Donc juste un très très bref remise en contexte d'un point de vue historique, dans un contexte de développement d'une agriculture industrielle, avec au début du XXe siècle une mécanisation et un grand nombre d'organismes producteurs de semences spécialisés en particulier sur différentes plantes. Après la Seconde Guerre mondiale, les besoins en termes agricoles ont fortement augmenté et on a assisté à la Révolution verte qui était pilotée essentiellement par des politiques publiques. Et à partir des années 70-80, on a vu apparaître l'achat des industries semencières par des industries chimiques, combinant de cette manière-là à la fois la production des semences et la production des intrants, pesticides et fertilisants. En même temps qu'on voyait arriver l'avènement des biotechnologies. Maintenant, on voit clairement une dynamique de fusion-acquisition des entreprises menant à une concentration et une montée en puissance des entreprises agrobiotech. Donc juste ce schéma-là pour l'évolution des industries semencières entre 1996 et 2013, qui est déjà obsolète, où on voit l'agrégation de différents semenciers. Et depuis, il y a eu de nouvelles agrégations avec le rachat par Bayer, ici de Monsanto, les fusions entre Dow et Dupont, le rachat par Syngenta, de Syngenta par Chemshin. Voilà. Donc on a en gros une concentration absolue des techniques, des biotechnologies et des productions chimiques. En parallèle, tous ces développements ont été suivis en parallèle d'évolution de la réglementation. Tout d'abord, la mise en place des droits des sélectionneurs avec l'UPOV, la réflexion sur ce que c'est que les ressources génétiques avec une alternance entre des négociations gré à gré bilatérales et une vision globale, donc qui commence par la prise en compte de l'intérêt des pays du Sud, la mise en place de la commission sur les ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture, permettant d'indiquer que les ressources génétiques étaient un bien commun de l'humanité, la négociation sur la Convention de la diversité biologique qui inclut toutes les espèces et l'ouverture de sa signature au sommet de la Terre à Rio, et puis le traité international sur les ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture, qui met en place un système global, qui reconnaît le droit des agriculteurs, et ces deux, le précédent et celui-ci, mettent en place un mécanisme de partage des avantages général. Et puis, on a de nouveau un balancier vers une négociation de gré à gré avec la mise en place de procédures d'accès et de partage des avantages entre bilatérales. En parallèle, comme le soulignait Selim tout à l'heure dans son intervention, en ce qui concerne l'utilisation des biotechnologies, on a le protocole de Carthagène en 2003 qui définit ce que c'est que les OGM et en particulier tout ce qui touche à la sécurité. Et puis, on s'inquiète aussi de comment est-ce qu'on va sauvegarder ou conserver les ressources génétiques avec une décision forte sur la conservation ex situ dans des centres, des gene banks, avec des mandats internationaux pour la conservation d'un certain nombre d'espèces majeures et la mise en place d'un coffre-fort, une chambre froide coffre-fort loin au nord pour toutes les espèces. Donc dans cette intervention, alors en même temps qu'il y a une mise en place des ressources génétiques d'un point de vue international, il y a aussi la mise en place de ressources génétiques, de banques de ressources génétiques d'un point de vue national. Et ce que vous voyez clairement là, c'est qu'elles sont quand même localisées très clairement dans les pays du Nord et il y en a très peu dans les pays du Sud, donc ce qui crée aussi des déséquilibres. Donc pour cette intervention, et je vais passer la parole à Claire Nérac, on va vous parler du paysage juridique avec un focus sur les données et on finira par des questionnements, les questions que peuvent se poser des chercheurs actuellement. Voilà, donc on a choisi de voir comment est-ce que la propriété intellectuelle s'emparait des principaux éléments qu'utilise le chercheur dans ce type de recherche, donc le CRISPR, les ressources génétiques et les données, et c'est heureusement de leur importance qu'on fera un focus dessus.
Sachant que vous l'avez compris, autant pour les chercheurs, on a l'impression qu'il y a vraiment de grands horizons vastes, infinis, qui s'étendent, autant pour le juriste, on est vraiment face à un champ de mine. Et donc, on va essayer de décrypter un petit peu différents éléments avec vous. Donc, en ce qui concerne le CRISPR, c'est effectivement un système de brevet, tel que Philippe Bessières vous l'a largement exposé. C'est-à-dire qu'on obtient, en tant que breveté, un monopole économique qui est un monopole temporaire, qui dure 20 ans, qui est territorial, qui ne s'applique que dans les territoires dans lesquels le brevet aura été déposé. Et ce monopole confère un droit d'interdire. C'est-à-dire que ce monopole ne confère pas systématiquement à l'exploitant le droit d'exploiter, puisqu'il y a d'autres aspects du droit qu'il faudra prendre en considération, des limitations qui peuvent être liées au fait de savoir si c'est un OGM ou pas, des limitations liées au droit de la santé, de l'environnement, du droit de la concurrence. Il peut y avoir effectivement des abus de position dominante. En tout cas, le titulaire du brevet dispose d'un droit d'interdire, par lequel il peut imposer donc à quiconque veut utiliser le CRISPR-Cas9 d'avoir l'autorisation du titulaire du brevet. Donc, à défaut d'avoir l'autorisation du titulaire de brevet, celui qui utilise le CRISPR est un contrefacteur. Et donc, c'est les développements là, que vous évoquiez tout à l'heure. A priori, le chercheur se disait jusqu'à présent, je bénéficie d'une exemption pour la recherche, donc je me permets d'insister, tant que c'est un outil, tant qu'on l'utilise comme un outil, on n'est absolument pas dans l'exemption pour la recherche. Par contre, si on veut décrypter le procédé, l'améliorer, on est dans l'exemption pour la recherche. Mais au final, les choses sont pas si compliqué que ça actuellement, dans la mesure où la plupart des détenteurs de brevets accordent largement le brevet pour la recherche. Ils ont tout intérêt, ce sont souvent des licences gratuites, dans la mesure où ce qui compte après, ce sont les applications qui vont être issues de ces recherches, et ce sont les applications qui potentiellement sont source de revenus pour le titulaire du brevet, puisque au final, les résultats des recherches qui sont issus de ces utilisations du CRISPR tombent a priori sous le monopole du brevet. Et la difficulté de savoir exactement, tel que le brevet est rédigé, tel qu'il est décrit, tel que les revendications sont formulées, où s'arrête effectivement le territoire du monopole du brevet pour savoir exactement où doit se situer la ligne de démarcation entre ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Donc ça dépend donc des brevets et de leurs revendications et des différents titulaires de brevets. Et là, c'est une photo du paysage qui a été prise par un auteur dans un article paru dans Science en février, qui donne voilà, un petit peu le paysage des brevets, des licences de brevets telles qu'elles sont aujourd'hui octroyées par le Broad Institute et par Berkeley, et les autres détenteurs de brevets sur le CRISPR, où ce qui est en rouge correspond à des licences exclusives, le reste à des licences non exclusives. On voit que dans le domaine de l'agriculture, on a Monsanto qui a obtenu une licence non exclusive auprès du Broad Institute et DuPont une licence exclusive auprès de Berkeley. On peut maintenant parler de l'autre élément nécessaire donc, dans vos manipulations, les ressources génétiques. Alors, a priori, quand vous utilisez des outils tels que CRISPR-Cas9, vous en arrivez à utiliser des ressources génétiques. Et donc, de différentes façons, soit que vous cherchez à la modifier, soit à en extraire certaines informations pour les introduire dans d'autres ressources. Donc, tant pis, je vais un petit peu vite, mais au moins je ne suis pas obligée de me retourner. Donc du coup, ces ressources peuvent être appropriées, elles peuvent faire l'objet d'un brevet. Donc là, c'est par exemple le cas des plantes transgéniques, des plantes obtenues par mutagénèse ou des plantes dont certains traits font l'objet d'un brevet. Donc là, on verra le cas particulier des gènes natifs. Quoi qu'il en soit, la recherche est libre à partir du moment où vous vous placez dans l'exception de recherche, mais on a vu avec Claire que c'est quelque chose de quand même très limité. Donc finalement, la plupart du temps, vous allez être obligé d'obtenir une licence d'utilisation et très très probablement une licence d'exploitation si suite à l'application de la technique CRISPR-Cas9, vous devez ou vous souhaitez déposer un nouveau brevet. Ensuite, donc deuxième hypothèse, il est probable aussi que votre ressource, ça peut être les deux, ou alternativement, fasse l'objet d'un certificat d'obtention végétale. Donc, dans cette hypothèse, il ne s'agit pas d'une information génétique qui est directement appropriée, mais là, on parle bien d'une variété.
La philosophie du certificat d'obtention végétale, vous la connaissez peut-être, mais c'est quand même l'idée de laisser la diversité génétique en libre accès. Donc, ce titre connaît une exception de recherche un petit peu comme le droit des brevets, enfin, en fait, de la même façon que le droit des brevets, mais également une exception de sélection. Donc, de ce fait, vous pouvez aller un petit peu plus loin que ce qui est possible de faire dans le cas de la recherche, puisque vous pouvez réutiliser du matériel génétique approprié par l'intermédiaire d'un COV pour faire de nouvelles variétés, sauf à tomber dans la VED, c'est-à-dire la variété essentiellement dérivée, qui éventuellement dépendrait directement du COV initial. Donc, à côté des droits de propriété intellectuelle, on a une autre forme de dépendance, puisque les ressources génétiques sont sous la souveraineté des pays sur lesquels elles ont été prélevées à l'origine. Ça résulte des conventions internationales, donc de la Convention sur la diversité biologique et du protocole de Nagoya qui en découlent, et qui sont aujourd'hui déclinées en législation nationale. L'idée directrice à la base de la CDB, oui, l'idée directrice donc à la base de la CDB en 1992, c'était de permettre un partage des bénéfices de la recherche entre fournisseurs et utilisateurs de ressources génétiques afin de permettre un rééquilibrage des relations nord-sud et ainsi d'encourager la conservation de la biodiversité par ceux qui avaient intérêt, donc les aspects économiques. De manière très générale et sous réserve des législations nationales, toute utilisation d'une ressource génétique animale, végétale ou microbienne à des fins de recherche et développement doit faire l'objet d'un consentement préalable en connaissance de cause et de conditions convenues d'un commun accord. Donc il en découle un partage des avantages monétaires ou non, et dans la recherche publique, on privilégie classiquement les avantages non monétaires. Ensuite, à côté de ce régime général, on observe un régime particulier, un régime d'exception, on ne le tire pas. Donc, le traité international pour l'alimentation et l'agriculture qui concerne les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et qui repose sur un système multilatéral. Donc, très globalement, pour faire pour aller vite, ces ressources circulent librement au sein d'un pot commun entre les États signataires. L'utilisateur qui adhère au SMTA, c'est-à-dire l'accord de transfert de matériel type du traité, est tenu de rémunérer le fonds multilatéral s'il fait le choix d'un droit de propriété intellectuelle qui restreint l'accès à la ressource génétique. Donc voilà, j'ai dressé le paysage, en tout cas des usages sur les ressources génétiques. Et donc maintenant, on va voir la question des données plus particulièrement, avec Claire. Les données sont indispensables aux recherches qui sont menées c'est pas grave, avec le CRISPR-Cas9. Ces données en tant que telles ne sont pas le support de droits de propriété. Les données omiques en particulier ne font pas l'objet de droits de propriété. Toutes les données qui sont utilisées, données phénotypiques, données environnementales, données génomiques, etc., ce sont des données qui circulent librement, à moins qu'elles ne soient insérées dans une base de données, et auquel cas la loi, par contre, reconnaît expressément un droit au profit du producteur de la base de données. Et c'est ce producteur de la base de données qui décide ensuite de la mise à disposition de l'ouverture des données auxquelles il va procéder. Ce qui peut être utile, effectivement, pour utiliser les nouveaux outils comme le data mining qui sont classiques aujourd'hui dans certaines branches de la biotechnologie. Donc, c'est le producteur de la base de données qui décide de la façon dont les utilisateurs vont pouvoir utiliser les données, de la façon dont ils vont y avoir accès. Et soit on est dans une logique d'open data, dans laquelle le contrat de mise à disposition, qui souvent passe inaperçu, parce que quand on a accès aux données, comme ça, on a l'impression que c'est juste parce qu'elles sont là qu'on y a accès, mais c'est parce que le producteur de la base de données l'a bien voulu. Et il y a quelques conditions, comme par exemple l'obligation de citer la source qui accompagne cette mise à disposition, mais l'ouverture est tellement large que le contrat disparaît presque. Il y a des accès qui sont par contre limités, c'est-à-dire que la donnée ne sera accessible que moyennant un paiement ou à condition de respecter un certain volume d'extraction, où il y a aussi des possibilités de non-diffusion totale, c'est-à-dire que les données sont gardées secrètes et le producteur de la base de données n'a aucune obligation de communiquer ces données. Et même si aujourd'hui on est dans des politiques d'open access et des législations qui incitent à ces diffusions, il peut y avoir des tas de raisons qui limitent de façon légitime la libre diffusion des données. Donc ces données, si elles sont si difficiles à acquérir, parfois c'est qu'elles ont beaucoup de valeur, ce qui justifie qu'on s'y arrête. Un petit peu.
Donc on va refaire un focus sur la donnée, puisqu'on voit que l'utilisation des données et des bases de données dans le domaine de la génétique a rendu possible aujourd'hui le dépôt de brevets sur ce qu'on appelle les gènes natifs. Ça veut dire des gènes en fait, qui préexistent dans la nature, à partir du moment où, par des corrélations statistiques, une séquence génétique a été rapprochée d'un caractère phénotypique, autrement dit de sa fonction. Donc là, on parle d'inventions essentiellement générées par ordinateur, qui peuvent être obtenues sans aucune manipulation de la plante. Donc ces brevets, ces dernières années, se sont développés, en tout cas au niveau de l'Office européen des brevets, qui s'est montré très accueillant, en octroyant ce qu'on appelle des brevets sur des plantes issues de procédés essentiellement biologiques. C'est comme ça qu'on appelle ces brevets sur ces gènes natifs, c'est-à-dire obtenus par croisement sexué classique. Donc en 2015, la grande chambre de recours de l'EOB a confirmé la validité de ces brevets. Néanmoins, le contexte juridique est assez mouvant sur la question. On voit qu'en France, la loi sur la biodiversité a dans une certaine mesure, donc 2016 ou 2016, a dans une certaine mesure refusé, exclu les brevets sur les gènes natifs. En novembre 2016, la Commission européenne s'est également prononcée dans un avis pour dire qu'elle était défavorable à l'admission de ces brevets. Finalement, dernier épisode, décembre 2016, l'OEB, donc l'Office européen des brevets, est revenu, enfin n'est pas revenu, mais en tout cas, il a annoncé la suspension de toutes les procédures d'examen et d'opposition concernant des demandes de brevets et des brevets visant des végétaux et animaux obtenus par procédés essentiellement biologiques. Donc voilà la position au niveau de l'Europe. Au niveau des États-Unis, on voit que c'est assez troublé aussi, puisque pendant longtemps, les brevets, en tout cas la politique de brevets américaine, était assez volontariste. Aujourd'hui, il y a un revirement total, puisque les directives d'examen en cours qui sont données aux examinateurs de brevets américains leur demandent de rejeter toute revendication de produit concernant une séquence d'acides nucléides naturels ou un fragment de celle-ci, isolé ou non, pour défaut d'utilité. J'ai un petit peu oublié. Ouais. Donc, je vais essayer d'aller beaucoup plus vite. Donc, aujourd'hui, la question qui se pose... Oui. Donc, une phrase pour conclure sur la partie, c'est qu'aujourd'hui, la question de l'origine des données pose problème, puisqu'on voit que elles sont fournies par différents utilisateurs, différents fournisseurs, et le lien entre la ressource génétique et la donnée est complètement effacé. Donc, ce qui pose de nombreuses questions en termes d'éthique, de contrat. Voilà. Et moi, je vais juste conclure avec quelques questionnements de chercheurs. Les questions qu'on se pose globalement, c'est savoir comment est-ce qu'on navigue entre les risques et les bénéfices. Donc, on a vu beaucoup d'exemples ce matin sur la technologie. Il y a aussi des exemples sur l'environnement. On n'a pas parlé du forçage génétique, mais ça induit quand même des changements sur l'environnement, sur les sociétés, sur la manière dont on perçoit nos valeurs. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est par exemple les dernières déclarations de Dupont, Pioneer, sur l'acquisition de leur brevet CRISP, où ils incluent quelles sont leurs promesses en termes d'utilisation. Et si vous voyez, il y a des choses sur le fait qu'ils utiliseront que les données correspondant à la plante cible, et non pas des données alléliques provenant d'informations de plantes, soit des plantes sauvages apparentées, soit d'autres plantes. Donc là, ça veut dire qu'il y a quand même une prise en compte de certaines revendications de la société qui sont clairement affichées. Donc à part ça, on a quand même aussi des problèmes sur comment est-ce qu'on va informer les consommateurs. Et globalement, nous, en tant que chercheurs, on se pose des questions sur les problèmes d'équité d'accès aux technologies et puis aux données et à leurs utilisations. Donc juste pour vous dire que ça, c'est une préoccupation qui est mondiale maintenant, puisque viennent de sortir une déclaration sur le fait, un texte qui fait la synthèse de ces préoccupations au niveau international et qui montre que le fait que ces données soient publiques, en ce qui concerne en tout cas les données de séquence, il y a beaucoup de nations, de pays qui aimeraient pour qu'on mette en place un système d'accès et de partage des avantages et qu'il y a une réflexion en cours là-dessus.
Et donc, en ce qui concerne l'équité d'accès, il y a aussi des problèmes de capacité à exploiter ces données et donc le développement de formation, de transfert de compétences. Et là, dans notre communauté, on est quand même bien placé pour y réfléchir avec toutes les mouvances entre rapprochement, université, recherche, e-site, etc. Donc, on a vu qu'on avait un problème. Enfin, on a un problème. On a clairement une dématérialisation de la ressource génétique, ce qui nous pose des soucis pour savoir qu'est-ce que c'est qu'une ressource génétique, quelle est sa valeur. Donc, on a vu qu'il y avait une valeur patrimoniale avec la mise en place de la conservation in situ. Il y a aussi une valeur culturelle et une valeur biologique en termes de comment est-ce qu'on reproduit des processus adaptatifs, d'adaptation locale, comment on va pouvoir fournir dans des environnements de plus en plus mouvants. La question se pose donc pour nous aussi de savoir comment est-ce qu'on travaille sur les ressources génétiques dans des contextes où la propriété intellectuelle, les lois de propriété intellectuelle les réglementations ne sont pas fixées. Et puis comment est-ce qu'on caractérise la nouveauté en termes d'allèles. Voilà, et donc les propositions qu'on ferait actuellement, ce serait de prendre en compte les échanges et donc les acteurs, les flux, plutôt que de prendre en compte, ou concomitamment à la prise en compte des produits eux-mêmes. L'autre proposition qu'on ferait encore aussi, c'est de mieux impliquer la société civile et donc de revoir nos processus de gouvernance. Et dans notre communauté aussi, on est pas mal placé pour essayer d'expérimenter ça, avec la mise en place d'un système de conservation ex situ dans le bâtiment Arcade, et qui nécessite une réflexion sur la gouvernance. Donc, on est plusieurs en tant que chercheurs à se poser des questions sur la manière de revoir nos modèles agricoles, nos modèles de financement de la recherche avec les types de partenariats public-privé, recherche financée uniquement par le public ou financée uniquement par le privé, de gouvernance de manière générale, de manière à maintenir un portefeuille de possibles qui permettent la coexistence des différents modèles et des différentes options et laisse toutes les ouvertures possibles. Voilà, merci de votre attention.